Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. Donc, je vous remercie de votre connexion à ce nouveau webinaire. Je remercie également les panélistes, pardon, Madame Chauvet, qui va nous présenter son projet EGAMIX, financé par le FSE, et Monsieur Franck Arnaud, qui va nous présenter la politique régionale de l'Union européenne dans nos régions. Je vais nous présenter également ma collègue Claire Fernandez et moi-même, Gauthier Palomo, qui sommes animateurs euh, du, euh, du pôle Europe et du centre Europe, le centre d'information directe, j'ai perdu le nom, de Centre l'Europe d'information. directe, pardon, voilà, de l'Europe directe Sud Luberon-Durance, du Luberon-Durance, pardon, qui allons vous présenter cette nouvelle conférence sur l'Europe et mon territoire dans les Bouches-du-Rhône et plus globalement dans la région PACA, Sud PACA. Voilà. Nous, notre rôle, c'est de faire du lien voilà, entre les citoyens et l'Union européenne. Je vais laisser Monsieur Franck Arnaud, du coup, commencer à présenter peut-être un petit mot sur son réseau, le réseau Team Europe, et ensuite directement commencer sur sa présentation de la politique régionale dans nos régions. Voilà, je vous remercie. Merci Gauthier, merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, le Team Europe, c'est un réseau d'experts conférenciers rattaché donc à la représentation de la Commission européenne, donc en France, et dont la vocation est d'informer donc le grand public sur les questions européennes, et alors des fois sur des débats spécifiques et des fois sur des questions très générales. Donc on intervient avec les relais Europe Direct, on est même associé au relais Europe Direct depuis le dernier renouvellement, ce qui fait qu'on est généralement assez souvent présent dans les événements pour expliquer, éclairer notamment les citoyens sur des questions qui touchent donc à l'Union européenne, au quotidien parfois. Mais voilà, donc là, je suis avocat de profession, j'ai travaillé j'ai été consultant au tout début dans mes jeunes années, après avoir été accompagnateur à la création d'entreprises, notamment dans l'économie sociale et solidaire. J'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets en fait sur les territoires. Et j'exerce la profession d'avocat maintenant depuis presque 10 ans et j'interviens toujours donc sur des questions européennes, notamment les questions d'aide d'État et de financement européen. Donc j'ai toujours eu un rôle en fait très lié au territoire d'une certaine façon. J'ai fait le choix depuis très longtemps de faire de l'Europe, mais sur le territoire, même si j'ai beaucoup voyagé par ailleurs, et parce que ça m'a toujours finalement interpellé. Et d'une certaine manière, ces questions de financement européen, de politique régionale, permettaient de mobiliser sur le territoire des porteurs de projets qui donnaient vie quelque part au territoire et un sens aussi quelque part à la construction européenne. Alors, quand on revoit les textes sur la politique régionale, hein, le thème de ce soir que je dois traiter, c'est la politique régionale de l'Union européenne, donc, qui est une vaste question. Elle est régie donc par les articles 174 à 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et là, il y a des éléments effectivement qui sont intéressants à prendre en compte, c'est le fait qu'on met en place, alors depuis longtemps maintenant, le développement harmonieux de l'ensemble, notamment de la communauté. Et ce qui est visé également, c'est l'écart entre les niveaux de développement, c'est réduire donc l'écart entre les niveaux de développement de diverses régions. Donc en fait, pour faciliter d'une certaine façon la libre circulation des personnes, des marchandises, et des services et des capitaux, dès la création de la communauté économique européenne, on avait dans l'esprit effectivement de permettre aux États qui petit à petit rejoignaient notamment la communauté économique européenne, plus tard l'Union européenne, donc d'avoir des routes, d'avoir des aéroports, d'avoir des ports, d'avoir finalement toutes les structures et infrastructures qui permettent de se déplacer et de voyager. Donc la politique régionale, elle répondait quelque part à les objectifs européens qui sont effectivement la libre circulation déjà des personnes et des marchandises, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc effectivement, on va s'attacher du coup, l'Europe va s'attacher petit à petit à essayer de réduire tous les écarts quelque part, c'est-à-dire
Et là, le territoire et la région seront de plus en plus associés, notamment dans les zones rurales, les handicaps, je dirais, naturels ou géographiques ou démographiques qui peuvent intervenir, donc de désenclaver quelque part certains territoires et de permettre quelque part une libre circulation partout, donc, et de façon à mettre en place plus tard une cohésion économique et sociale qui soit, je dirais, équilibrée sur l'ensemble du territoire, qui permette finalement à tout le monde quelque part de travailler. Donc, la réduction de ces écarts, alors j'ai trouvé quelques éléments d'information qui permettent notamment de faire des comparaisons. Il y a eu une réforme il y a quelque temps de cela sur la fusion des régions, et c'est assez intéressant de voir quand notamment on compare avec les produits intérieurs bruts de certaines régions par rapport à ce que ça peut représenter, notamment entre la France et certains États, des similitudes, et ça montre quelque part que une région a beaucoup de poids. Par exemple, pour parler bien sûr de la région sud, on a 150 milliards d'euros de PIB, la Finlande est à 188 milliards d'euros, donc on n'est pas loin, et pour la Hongrie, 157 milliards d'euros. Donc on a des régions quand même qui sont, je dirais, assez importantes quelque part en termes de PIB. Quand on voit notamment, si on essaie de voir d'autres régions comme l'Occitanie, on est sur des équivalents qui peuvent représenter notamment, alors je reprends juste, excusez-moi, voilà, donc c'est un PIB qui est équivalent à celui de la Hongrie. On a des éléments quand même de poids, si vous voulez, au niveau des régions. Et si on s'attache, et ça permet de comprendre des fois les problématiques politiques qui peuvent intervenir, vous avez tous, je dirais, suivi le débat sur la Catalogne, notamment, avec les velléités d'indépendance. La Catalogne représente 231 milliards d'euros de PIB, c'est quasiment, je dirais, s'approche quasiment du PIB du Portugal, qui est de 237 milliards d'euros. On comprend les problématiques qu'il peut y avoir sur certains territoires, le Pays basque espagnol, 74 milliards d'euros de PIB, 75 milliards d'euros la Croatie. On voit que les régions, quand même, on parle de politique régionale, on peut comprendre que d'un point de vue politique et économique, effectivement, la politique régionale a du poids. Et parfois, l'Union européenne, effectivement, elle marche un peu sur des œufs, parce qu'en fonction, effectivement, des territoires, il y a des problématiques. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, les régions qui sont des fois proches, la coopération régionale qui peut exister entre la France et l'Espagne, notamment, ou entre la région sud et l'Italie, permettent de montrer, effectivement, qu'il y a des rapprochements qui se font sur des projets. Et tout, je dirais, quelque part, se pacifie d'une certaine manière et aide à la construction de l'Union européenne par les projets. Donc, en fin de compte, bon, ça c'était à titre d'exemple, on est, si vous voulez, pour donner, si vous voulez, une photographie et une illustration, quelque part, de ce qui est demandé au sein des territoires, enfin, de ce qu'on peut, en tout cas, analyser au niveau des territoires. Maintenant, je vais essayer d'aborder les montants, je vais vous préciser quelques chiffres, parce que je dois les donner, ça fait partie du sujet, simplement pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Pour la période 2014-2020, les financements qui étaient réservés à la politique régionale et de cohésion s'élevaient à 351,8 milliards. Donc, sur la même période, la politique agricole commune représente un budget d'environ 408,3 milliards d'euros. Donc en fait, on est sur le deuxième poste budgétaire le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. La politique régionale est un poste important, notamment au niveau du financement dans le budget de l'Union européenne. L'adoption du budget européen, donc pour la période, la programmation budgétaire 2021-2027 a été bien évidemment, on n'allait pas l'occulter, fortement été marquée par l'épidémie du Covid. Donc le 21 juillet dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord historique qui permet à l'Union européenne d'emprunter sur les marchés financiers la somme de 750 milliards d'euros et ainsi d'augmenter son budget, à 1824,3 milliards d'euros. À titre de comparaison, par rapport à 2014-2020, on avait 908,4 milliards d'euros pour la période, pour cette même période. Donc ça montre, alors déjà, emprunter sur les marchés financiers, habituellement c'est le rôle de la Banque européenne d'investissement. C'est elle qui a la cote AAA qui peut emprunter sur les marchés financiers et qui peut justement allouer notamment des prêts pour la politique régionale d'ailleurs, pour des projets de grande dimension et très souvent, je dirais, en complément de financement, notamment européen, sur les territoires de l'Union européenne. Alors, pour cette nouvelle programmation, donc des objectifs du nouveau budget, c'est le pacte vert pour l'Europe, la transformation numérique,
renforcer la résilience, mais on arrive d'une certaine manière aussi à décliner donc cinq autres priorités qui sont une Europe plus intelligente, une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, une Europe plus connectée. On a bien compris qu'avec l'histoire du Covid, on aurait besoin effectivement de plus de connexion, une Europe plus sociale, une Europe plus proche des citoyens. Effectivement, on est dans la question de la cohésion économique et sociale. Donc, ce qu'il faut, après ces propos, si vous voulez, introductifs, on doit, c'est dans le cadre des propos introductifs, pour affiner un petit peu la partie introductive de mon propos, il faut voir un petit peu quels sont les fonds qui interviennent, de manière, je vais les évoquer pour pouvoir les traiter après. Nous avons le Fonds européen donc, de développement régional, dont le but, c'est d'investir, effectivement, d'aider à investir, notamment dans des projets qui sont concentrés donc sur l'innovation, la recherche, la stratégie numérique, bien évidemment, le soutien aux PME, alors ça c'est historique, toujours, le FEDER a toujours soutenu les PME, ou encore l'économie donc à faible émission de CO2, donc c'est-à-dire des questions qui sont plus environnementales. Le Fonds social européen, donc, qui contribue au financement donc, des projets qui sont liés à l'emploi, à la formation, à l'apprentissage ou à l'inclusion sociale. Donc, tout à l'heure, j'expliquerai notamment quel type de projets peuvent être financés. En tout cas, qu'est-ce que ça peut mobiliser, quels acteurs peuvent être mobilisés sur ce type de projet. Le FEADER, qui est le Fonds européen agricole pour le développement rural, donc qui soutient respectivement donc les zones rurales et le secteur de l'agriculture. Alors là, on a effectivement une partie qui va aider, qui va plutôt intervenir, je dirais, dans les zones rurales qui sont éligibles. La Banque européenne d'investissement dont je vous ai parlé, qui n'est pas un fonds structurel, qui est une institution, plutôt un organisme assez atypique, mais bon, on peut la qualifier d'institution, qui est vraiment au service du développement des entreprises. Donc, et qui attribue des financements qui sont notamment pour la construction d'un tunnel, mais c'est aussi des prêts qui peuvent être alloués dans le cadre de contractés avec des banques pour qu'ils soient redistribués à des PME ou à des collectivités territoriales. Bon, je citerai tout à l'heure des exemples. On a Marseille, le tunnel du Prado-Carénage qui a été financé en partie par la BEI, par exemple. Sur des petits projets, on a moins de visibilité, puisque généralement, ce sont les banques directement sur leur territoire qui financent avec l'aide de ces fonds, notamment des prêts spécifiques pour ces PME. Donc, ces financements sont alloués en fonction notamment de critères d'éligibilité, d'objectifs qui permettent d'une certaine façon de parvenir quelque part à poursuivre cette cohésion économique et sociale et territoriale, d'arriver d'une certaine manière à travailler et à continuer à avancer dans la construction européenne. Donc, les fonds structurels européens sont des instruments financiers de la politique régionale de l'Union européenne. Pour booster donc, cet emprunt, l'Union va renforcer donc, notamment les fonds structurels via un instrument nommé REACT-EU, se définissant comme une initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion des territoires de l'Europe. Et là, effectivement, dans le cadre de cette initiative, 50 milliards d'euros supplémentaires seront alloués donc au programme actuel de la politique de soutien pendant la période, notamment 2021-2027. Donc, il s'agit bien sûr du FEDER, du FSE et du Fonds européen d'aide aux plus démunis, donc qui est un fonds spécifique. Cette initiative, donc, de soutien vise à renforcer donc, les conséquences de la crise en vue d'une relance donc, verte, numérique et résiliente. Donc on est, si vous voulez, dans une adaptation de l'Union européenne dans ces outils pour justement contourner la crise du Covid et en même temps relancer une économie qui a été frappée pendant cette période dans tous les pays, on l'a vu, et on le voit encore parce que nous y sommes encore malheureusement. Donc pour la période 2014-2020, la région Sud a géré près de 950 millions d'euros de fonds européens pour 3 fonds, donc il y a le FEDER, donc 284 millions d'euros, 149 pour le FSE, 540 pour le FEADER et 34 millions pour donc, le programme interrégional du Massif des Alpes. Donc voilà, si vous voulez, d'une certaine manière, à titre introductif, les éléments qu'on peut indiquer sur la politique régionale. Après, c'est vrai que sur ces aspects normatifs, ce qu'il faut voir et ce que ne fait pas quelque part l'Europe, et c'est ce qui sera dit probablement par les porteurs de projets, c'est que derrière ces normes et ces critères qui sont
qui sont parfois d'ailleurs difficiles à comprendre. Malgré les simplifications qui sont intervenues et les réformes, on a effectivement des projets qui doivent s'adapter. Alors quand je dis s'adapter, c'est présenter en tout cas un projet qui rentre dans les critères, mais ça ne signifie pas finalement qu'il y a une rigidité non plus dans l'attribution des fonds, puisque d'une certaine façon, on peut, je dirais, dans la constitution du dossier, effectivement, arriver à démontrer en argumentant justement l'intérêt qu'il peut y avoir de financer un projet. Je vais prendre un cas d'école que je prends généralement, qui est tiré, je dirais, d'une synthèse de cas que j'ai pu traiter, mais on a par exemple sur un territoire une association de type établissement social d'aide par le travail qui aurait pour vocation, donc, par exemple, d'embaucher des personnes, donc travailleurs handicapés, des personnes handicapées, et donc, qui aurait comme mission, d'une certaine façon, de gérer donc, un emplacement notamment de patrimoine culturel, une ancienne bâtisse, par exemple, sur un territoire dans lequel il y aurait de la vigne et qui produirait du vin et des visites touristiques. On serait là sur un projet qui pourrait être éligible à la fois au FEDER, notamment, parce qu'il peut contribuer au développement économique d'une région et contribuer indirectement à l'insertion, parce que dans la vision des projets, on a des critères effectivement qui peuvent être transversaux, c'est effectivement favoriser l'insertion de certaines personnes, notamment favoriser l'égalité homme-femme et aussi, bien évidemment, mettre en place quelque part une certaine forme donner une certaine forme de citoyenneté quelque part à l'entreprise ou à la structure qui met en place ce type de projet. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Donc, elle pourrait être éligible au FEADER par rapport notamment aux vignes qui sont exploitées et aux projets, donc du coup, puisqu'on serait forcément dans une zone rurale, si on parle de vignes. Et elle pourrait également être éligible à du FSE, Fonds social européen. Alors après, il faut faire des arbitrages parce qu'on ne peut pas combiner tous les fonds ensemble. Bien évidemment, là, j'explique l'éligibilité d'un projet qui est théorique, hein, bien évidemment, et sur lesquels on pourrait effectivement asseoir des demandes. Sur du FSE, tout simplement parce qu'effectivement, le public qui est ciblé est un public qui est fragilisé et qui pourrait, donc, notamment par rapport à de la formation, par rapport à l'insertion, rentrer dans les critères donc, du Fonds social européen. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, pour donner un peu de couleur à ces questions de fonds européens, comment on peut amener la question de la politique régionale. Alors, je vais aborder, donc, je n'ai pas fait un plan très original, hein, donc je vais aborder fond par fond, en essayant de donner le maximum de vivant, je dirais, dans la présentation des financements européens, parce qu'aligner des chiffres sans leur donner de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est d'essayer vraiment d'expliquer, quelque part, comment se joue la partie du projet sur le territoire et comment quelque part on peut se servir des financements européens. Mais avant ça, il faut déjà essayer de comprendre un petit peu, je vais aborder là le Fonds européen de développement régional, donc sur la période 2021-2027. C'est un fonds qui a été créé donc en 1975. C'est des fonds, vous voyez, qui datent quand même de plusieurs décennies. Mais c'est une période, effectivement, qui voit les inégalités au sein de la communauté économique européenne se creuser. Donc, il fallait mettre en place une politique de développement régional ayant pour objectif de réduire donc, les disparités régionales qui commençaient à se faire sentir. Donc, le FEDER a été créé donc, en tant qu'instrument de la politique régionale visant à participer au financement de programmes de développement local des régions de l'Union et ainsi de réduire les déséquilibres régionaux. Donc, dans cette démarche, on a effectivement sur les territoires, si on regarde aujourd'hui, des fois je vais aborder le programme, mais on peut avoir effectivement des acteurs, je dirais, qui sont financés par le FEDER ou qui utilisent le Fonds européen de développement régional pour développer notamment des activités ou pour contribuer à de la création d'activités économiques. Autant le Fonds européen de développement régional peut financer des projets, donc en tant que FEDER, autant il peut financer aussi des plateformes qui financent elles-mêmes des projets. C'est le cas par exemple de la plateforme Initiative France, donc il y a 214 associations, il y en a une à Marseille, une à Aubagne, une à Aix pour celles que je connais, et qui portent notamment des projets, enfin en tout cas qui financent des projets sur la base de prêts d'honneur, et du FEDER il y a eu du financement FEDER à un moment justement pour financer des prêts d'honneur pour des porteurs de projets qui étaient souvent des demandeurs d'emploi.
Donc, on est là encore à l'axe, si vous voulez, un peu comme sur le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, sur un fonds qui va contribuer à du développement régional, mais d'une certaine manière, par le public qui touche, favoriser quelque part l'insertion des personnes. Et pourtant, donc on n'est pas sur du FSE. Mais le Fonds social européen pourrait intervenir, non pas sur l'attribution du fonds donc en tant que prêt donneur pour un porteur de projet, mais plutôt sur l'accompagnement qui serait dispensé pour le porteur de projet en vue d'obtenir ces financements, c'est-à-dire l'aider à définir un projet, à trouver, à comprendre et à expliquer l'adéquation qu'il y a entre ses compétences et le projet, à mettre en place une étude de marché, à évaluer donc l'utilité sociale du projet si c'est un projet d'économie sociale et solidaire, monter un prévisionnel avec donc plan de financement, compte d'exploitation et bien évidemment choisir un statut juridique et fiscal. Donc ce qui n'est pas rien, quand on démarre effectivement une activité, le plus difficile effectivement c'est de passer de l'idée au projet et notamment la mise en œuvre du projet. Alors, dans le programme FEDER pour la région Sud, il y a quatre axes qui balisent les financements. Donc, on a effectivement la recherche-innovation. Donc, PME, ça représente donc 101 millions d'euros pour le FEDER. Alors là, c'est intéressant parce que il faut toujours avoir à l'esprit, je dirais, quand on évoque les financements européens, tous les acteurs, quelque part, à côté, qui sont mobilisés aussi pour le financement de projets. Là, on évoque l'innovation. Alors, l'innovation, c'est très vaste parce que donc ça suscite effectivement, on pense immédiatement aux startups et à tous les projets qui peuvent surgir en matière notamment d'intelligence artificielle. Moi, j'en ai même dans ma profession, on a des legal tech, on a des startups chez les avocats. Donc, ça existe un peu partout. Et on a effectivement des dispositifs fiscaux qui existent et qui s'associent quelque part à ces demandes de financement. Je pense aux jeunes entreprises innovantes, notamment. Donc, c'est un agrément qu'on obtient de l'administration fiscale qui permet justement d'avoir un statut particulier pour avoir certaines exonérations, mais aussi ou une jeune entreprise universitaire qui permet d'associer notamment des chercheurs et des étudiants dans la création, la phase de création d'entreprise. Donc c'est assez intéressant parce que là on a des acteurs comme BPI France qui allouent des financements effectivement qui peuvent être complémentaires du FEDER et on a bien évidemment le FEDER qui va intervenir sur ces projets, sur l'éligibilité de ce projet. On retrouvera bien naturellement donc, des projets de type technologie de l'information et de la communication, de transition énergétique notamment, donc, et puis bien évidemment des projets d'inclusion sociale et de formation. Alors là c'est particulier parce que l'inclusion sociale on l'a plutôt généralement du côté du Fonds social européen, mais là effectivement ça vient compléter le FSE, donc il y a des dispositions je dirais, qui associent quelque part le développement économique et le développement et l'insertion. Donc le social est très fréquent de voir sur un territoire quand on veut dynamiser, effectivement. Si on demande aux personnes de devenir autonomes et acteurs quelque part d'un territoire, ben, c'est d'une certaine manière, c'est en les aidant par exemple à créer une activité ou à porter des projets. Et là, effectivement, on peut avoir des dispositifs qui se croisent. Alors, à titre d'exemple, j'ai quelques projets, mais je vais les évoquer rapidement, puisque tout à l'heure, on a des présentations. Donc, il y a le déploiement des cabines spot en mairie, notamment. Donc là, c'est un projet qui a été, alors que je ne me trompe pas d'endroit, c'est de Nice, il me semble. Voilà, c'est un dispositif innovant qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement numérique sur le territoire niçois. Donc voilà, donc c'est un projet qui vise notamment à animer un site de grande affluence est conçu pour effectuer des démarches administratives notamment, donc pour faciliter les démarches administratives. Il y a le parc relais de Gardanne également qui a été financé donc, par le FEDER. On a donc des projets qui permettent d'une certaine manière, là c'est plutôt les infrastructures, donc de parcs relais qui permettent de créer un stationnement de proximité, des pôles d'échange multimodaux, etc. Donc on a des montants, alors une petite indication simplement sur les montants, vous trouverez généralement les financements européens interviennent jusqu'à 50% généralement maximum d'un financement de projet. Hein. Après, c'est encadré par plusieurs. Il faut savoir que c'est très compliqué. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail et faire une présentation sur d'autres thématiques, mais il y a vraiment des questions croisées quand on fait une demande de financement et quand on a déjà des fonds publics. Je vous ai parlé de zones franches urbaines tout à l'heure et de dispositifs fiscaux comme la jeune entreprise innovante. On doit examiner si effectivement vous êtes dans le cadre des aides d'État et si le cumul fait finalement
ne vous fait pas bénéficier de plus de fonds que vous devriez avoir pour développer un projet. Donc, il y a des règles qui sont quand même spécifiques qu'il faut toujours vérifier par rapport à cela. Donc, et puis, à côté de ça, vous avez un règlement européen interfonds, c'est-à-dire une loi européenne, quelque part, qui va fixer avec précision les critères d'éligibilité, quelque part, du financement qui va intervenir. Et là, ça devient très technique. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Deuxième fonds, le Fonds social européen, 101,2 milliards d'euros pour 2021-2027. C'est le plus vieux fonds, en fait, hein, donc 1957. Hein. On a tendance à l'oublier. C'est son objectif premier, donc c'est l'emploi, mais il s'est adapté aux mutations de la société. Et durant les 30 Glorieuses, il se concentre sur la gestion de la migration des travailleurs en Europe, pour ensuite se concentrer donc sur le chômage des jeunes et travailleurs peu qualifiés. Dans les années 2000, il va travailler à aider notamment les femmes, les jeunes, les handicapés et les personnes handicapées, les travailleurs âgés. Donc en fait, on a un fonds social qui est là pour rétablir quelque part, non pas l'égalité au niveau des territoires, mais l'égalité quelque part entre les personnes. Un droit d'accès pour tout le monde, quelque part un droit de réussir d'une certaine manière. Et ce fonds social est peu évoqué, je dirais, alors que on dit que l'Europe n'a pas de politique sociale, par exemple, ce qui est vrai, ce n'est pas sa compétence, mais en fin de compte, on a un fonds social européen qui est très actif et qui intervient quasiment sur tous les projets sociaux, ce qui est assez fabuleux d'une certaine manière. Donc, et là, on a effectivement un panel, si vous voulez, de projets. Alors, pour avoir travaillé dans le social pendant un moment, je vais en évoquer quelques-uns tout à l'heure, mais on pense à l'école de la deuxième chance, on pense à des projets notamment d'accompagnement, à la création d'activités, on pense notamment à des actions, notamment concernant la possibilité de permettre dans certains quartiers, notamment à des femmes créatrices d'entreprises, donc de réussir. Il y a d'autres dispositifs qui s'associent souvent au FSE. Et là, vous avez, je dirais, un millefeuille, quelque part, de financement qui peuvent être mobilisés sur la politique de la ville, le département, la région pour le développement économique et l'État, avec notamment l'égalité homme-femme. Donc, c'est bien évidemment l'Europe avec le FSE, mais qui sera à ce moment-là mobilisé, bien sûr, au niveau territorial. Donc, on a vraiment, si vous voulez, des aspects qui sont, je dirais, importants en matière de politique sociale. On va parler de lutte contre la discrimination aussi, d'inclusion, c'est-à-dire vraiment de permettre à des gens de se remettre en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir également, je dirais, d'avoir quand même l'idée qu'on on a des projets sociaux. Là, je vais faire rapidement aussi un zoom sur certains projets. Donc, éducateur territorial des activités physiques, donc sportives, ETAPS, convention justice région. Donc, voilà, donc c'est un projet. Là, on est sur des personnes qui sont des jeunes en errance éducative. Donc là, dans le secteur social, j'évoque ce projet, mais vous en avez beaucoup d'autres qui sont financés par le FSE. Effectivement, l'Europe s'intéresse quelque part à l'avenir des jeunes, qui sont les citoyens de demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et surtout lorsqu'ils sont sous une justice, quelque part, donc avec tout l'accompagnement judiciaire qui peut en découler, on parle de réinsertion et de deuxième chance quelque part aussi pour réussir au niveau professionnel, reprendre un parcours scolaire ou se former effectivement à un métier pour faire autre chose. Vous avez, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'école de la deuxième chance, qui est vraiment, je dirais, un bel exemple, une belle illustration. Donc, c'est un projet qui a été la première école de la deuxième chance a ouvert à Marseille donc en 1998. Donc, c'est un projet fabuleux où effectivement, on reprend et on donne une deuxième chance sous une autre forme, avec notamment des éducateurs quelque part, et puis des tuteurs qui sont souvent des personnes du monde professionnel qui sont là pour permettre à des jeunes de redémarrer. Donc, il y a des actions très concrètes. L'Europe, en fait, est très concrète quelque part, mais trop discrète, probablement. Troisième fonds, on est sur le Fonds européen agricole pour le développement rural. Alors là, on est sur une particularité aussi qui est territoriale, et on a abordé effectivement l'aspect plutôt urbain. Là, on est sur la partie plutôt rurale. Et effectivement, dans ce volet, donc, depuis l'agenda 2000 européen, donc ça a été formalisé en règlement, la politique de développement rural, il s'agit donc du second pilier de la politique agricole commune qui contribue donc au développement des territoires ruraux, donc pour avoir un secteur agricole équilibré, plus respectueux du climat,
plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Alors ça implique évidemment, là aussi, de mobiliser je dirais, des financements pour permettre notamment à des structures de redéployer de l'activité, hein. On peut notamment imaginer notamment la valorisation de certains produits agricoles, la valorisation de circuits courts, la mise en place notamment de projets, je dirais, qui ont un impact touristique. Alors, il n'y a pas du matériel roulant qui va être financé, par exemple, pour des forains, mais il y a d'autres financements, investissements qui vont intervenir plutôt justement pour améliorer quelque part et donner une image attractive, notamment aux territoires ruraux. La région sud, donc, il y a 14 mesures dans la région sud. Donc, dans le cadre du FEADER, je vais simplement en évoquer quelques-unes. J'ai un souci, excusez-moi, avec mon texte. Ouais. Donc, encourager les jeunes agriculteurs, compenser les handicaps naturels, protéger les exploitations contre la prédation, favoriser les pratiques agro-environnementales. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est vraiment permettre notamment, je dirais, au territoire, quelque part, de se mobiliser, d'être actif et de ne pas être complètement enclavé. Quelques projets, là encore, je vais être très rapide pour respecter, je dirais, le passage, les personnes qui vont présenter notamment les projets. Donc, aide à l'installation, dotation jeunes agriculteurs à carreau. Donc, alors, je suis intervenu très souvent dans le cadre du Team Europe, notamment pour les jeunes agriculteurs, où on devait expliquer notamment la politique agricole commune et le FEADER. Donc, c'est intéressant. Et effectivement, là, les résultats attendus, c'était la création d'une exploitation agricole sur un terrain en friche. Voilà. Je vous ai parlé du Pays Basque tout à l'heure, à titre de comparaison. Donc, il y a des financements qui sont faits notamment aussi pour des exploitations agricoles et qui ont pour objectif de valoriser les produits locaux. Aide à un éleveur de brebis. Donc voilà, résultat attendu. Donc là, c'est maintien de l'activité pastorale dans un contexte de pression et de prédation importante. Donc il y a des coûts effectivement, et là on est pareil, on est sur des financements à peu près à 50% de prise en charge. On est donc ce panorama, si vous voulez, sur ces fonds. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, je dirais, dans l'analyse de ce genre de dossier, c'est que quand on rédige son dossier ou quand on commence à travailler en tout cas sur l'éligibilité du dossier, il faut avoir à l'esprit quand on rédige effectivement les objectifs de l'Union européenne et les objectifs du programme, bien évidemment, mais ça n'enlève pas, je dirais, toute la valeur d'innovation que vous devez apporter dans la rédaction du projet. Même si je dirais des fois dans la façon de saisir les demandes, de les présenter, on peut avoir des difficultés à rentrer dans le cadre de ce qui peut être demandé. On a toujours, je dirais, des annexes qu'on peut ajouter avec des compléments d'information pour orienter le projet vers la demande et justement valoriser, parce qu'il faut créer de la valeur. Porter un projet financé par les fonds européens, c'est une création de valeur sur un territoire. On ne peut pas, si vous voulez, si on veut effectivement bénéficier d'un financement, l'idée c'est effectivement quelque part pour le gagner, ce financement, c'est de créer de la valeur sur le territoire et qui intègre quelque part cette association du territoire à la construction de l'Union européenne. Alors, quatrième point, quatrième fonds notamment, enfin, quatrième outil, je dirais, plus un outil qu'un fonds, puisque c'est un outil qui a plusieurs fonds, c'est la Banque européenne d'investissement, donc, qui est un appui vraiment, je dirais, financier au service des territoires. Alors, la Banque européenne d'investissement, c'est un peu l'outil qu'on retrouve partout, hein, donc, qui va être finalement très adapté, très flexible. La Banque européenne d'investissement est une structure, donc, il y a des statuts qui sont annexés au traité, c'est ce qu'il faut savoir, mais c'est une structure publique, c'est une banque publique composée des États membres. Il y a un conseil des gouverneurs qui est avec des États qui sont représentés, donc comme une assemblée générale.
Vous avez donc un conseil d'administration qui prend des décisions et vous avez un comité de direction avec un président qui, effectivement, met en place la politique de la Banque européenne d'investissement. Je parle de la Banque européenne d'investissement, non pas de la Banque centrale européenne, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est-à-dire une banque qui est orientée uniquement sur le financement de projets et qui va intervenir sur justement la politique régionale, donc de manière large, et qui intervient aussi en tant qu'expert financier quelque part de la politique régionale. Alors c'est intéressant parce que on a une image des fois un peu galvaudée des personnes, je dirais, qui travaillent dans les institutions. La Banque européenne d'investissement, généralement, est composée de personnes qui sont issues du secteur privé ou public, mais qui ont eu une activité professionnelle, généralement d'une dizaine d'années, dans les banques, dans des entreprises, dans le secteur de la recherche, etc., et qui vont évaluer les projets de manière, je dirais, assez atypique. C'est une banque, donc elle va fonctionner exactement comme une banque, c'est-à-dire allouer des prêts, sauf que ces interlocuteurs vont être des structures qui sont effectivement des structures des grandes entreprises, généralement pour des projets qui sont au moins d'un budget de 25 millions d'euros, elle interviendra. Elle pourra intervenir aussi indirectement sur certains autres projets. Et là, c'est intéressant parce qu'on fera des regroupements avec ce que je viens de dire avec le Fonds européen tout à l'heure. Mais bon, je vous ai parlé tout à l'heure donc de projets individuels qui ont été financés. Ceux qui ont marqué un peu la région, c'est notamment le financement du tunnel Prado-Carénage. La BEI, il a été intervenue donc sur la base, alors elle a associé, si vous voulez, parce que c'est le principe du financement européen, c'est de permettre la levée de fonds, c'est d'aider quelque part le porteur de projet à trouver d'autres financements. Et la BEI joue parfaitement son rôle. C'est-à-dire, on a un pool bancaire de 21 banques, et pour pouvoir justement, je dirais, avoir ce pool bancaire, le fait qu'il y ait la présence de la BEI qui va apporter une partie du financement et une garantie sur une partie de ces financements permettra justement d'associer tous ces financeurs. Donc il y a vraiment, je dirais, un savoir-faire particulier. Bon, là, c'est réservé aux grandes structures, hein, on est sur des projets de grande dimension, et on a un budget donc, qui était, donc il y avait un emprunt auprès d'un pool bancaire de 21 banques portant sur 147 millions d'euros, dont 45,7 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Donc c'est de très gros budgets. Mais la BEI, elle est aussi, je dirais, très proche quelque part des petits projets aussi. Et on va la retrouver, alors de manière indolore, je dirais, à travers plusieurs mécanismes quelque part, ou établissements financiers. Alors, généralement, ce sont toutes les banques, hein, qui ont des conventionnements avec la Banque européenne d'investissement et qui vont allouer, là, je dirais, des prêts qui seront effectivement conditionnés quelque part à l'obtention à la réalisation, ou en tout cas le respect d'un objectif de l'Union européenne. On va retrouver par exemple la Banque européenne d'investissement, donc qui va être intermédiaire quelque part sur des prêts pour des petites et moyennes entreprises, notamment pour financer donc du matériel, pour financer du leasing des fois. On a des outils effectivement BEI, on ne le voit pas, on le trouve dans les contrats. Moi je l'ai eu dans le cadre d'un contentieux commercial, donc avec un client, on avait une histoire. Bon, le contentieux portait sur une contestation, enfin, sur la résiliation du leasing notamment, mais il y avait une garantie effectivement de la BEI là-dessus. Donc c'est intéressant quand on lit les contrats de voir que finalement l'Europe est partout, y compris dans les leasings. Et c'est important un leasing, c'est un prêt qui permet effectivement d'avoir du matériel, et puis on loue quelque part le matériel, et puis après on choisit effectivement de garder ce matériel ou non. Là, c'est un photocopieur, mais vous avez du leasing aussi pour l'informatique, vous l'avez pour les véhicules, vous l'avez pour tout. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas finalement, à moins c'est effectivement d'être, je dirais, dans le cadre effectivement de ce genre de projet, de lire les contrats et de s'intéresser un peu, je dirais, à ces outils. La BEI également intervient alors, via sa filiale, le Fonds européen d'investissement, qui a pour mission, alors c'est un peu une dérogation à ses statuts parce que la Banque européenne d'investissement n'avait pas vocation vraiment à faire du capital risque, bien qu'elle en fasse un peu, c'est un peu le paradoxe de cette institution, sauf qu'elle le fait à travers le Fonds européen d'investissement qui va lui financer et dynamiser donc
les fonds de capital risque. Alors là, du coup, qui dit fonds de capital risque dit innovation. Et là, il faut effectivement se rapprocher du FEDER, de la Banque publique d'investissement, notamment BPI-France, qui vont effectivement être des opérateurs et des acteurs qui vont permettre aux porteurs de projets de se réaliser sur le territoire. Donc là, on va avoir, à travers le Fonds européen d'investissement, non pas des financements qui vont être, je dirais, accordés à un porteur de projet, mais plutôt qui vont aider des fonds d'investissement, des fonds de capital risque. Alors, fonds de capital risque, pour rappel, ce n'est pas un prêt. Le capital risque, c'est un investissement, notamment d'un organisme ou d'une société qui va être dans une société qui va prendre quelque part le risque en accompagnant la société, donc de A à Z jusqu'au bout du projet, généralement sur un marché porteur et innovant, donc va donner quelque part son savoir-faire. D'ailleurs, au sein du conseil d'administration d'une société de capital risque, d'une société qui va porter un projet, vous aurez un membre qui fait partie du capital risque et qui va faire bénéficier, au-delà de l'investissement, donc de son savoir-faire commercial, marketing, mais aussi de son réseau, l'accompagnement justement pour permettre à la société de réussir, parce que c'est l'objectif. Donc, il y a aussi des mécanismes de garantie. Là, toujours, c'est le Fonds européen d'investissement. Alors, il y a eu une époque, les prêts pour la création d'entreprises, bon, maintenant, ça a changé, mais c'était des garanties qui permettaient à des créateurs d'entreprises de pouvoir lever des fonds auprès d'une banque avec des financements qui étaient carrément garantis à 2/3. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. On va retrouver, à un moment, des outils très proches de personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors, ce n'est plus le cas maintenant, mais l'Association pour le droit à l'initiative économique, à une époque, bénéficiait, via notamment Feu la Sofaris, qui est devenue, après moult changements, la BPI, donc, qui a permis, je dirais, de garantir donc, les prêts qui étaient alloués dans le cadre de l'ADI pour des personnes qui n'ont pas accès au marché bancaire. Donc, pas des personnes qui sont interdites bancaires, mais des personnes qui, de par leur situation sociale, n'ont pas accès au marché bancaire. Là encore, on a je dirais, un paradoxe quelque part sur une Europe qui fait du social tout en faisant de la politique régionale. Voilà, dans ce cadre-là, si vous voulez, alors je pourrais parler pendant des heures, si vous voulez, vous donner des tas d'exemples sur les financements, la combinaison qu'il peut y avoir, mais c'est très important d'avoir une lecture transversale pour comprendre l'Europe et de savoir finalement que l'État, la région, l'Union européenne, quelque part, tous ces outils-là permettent finalement aux porteurs de projets de réussir. J'aurais pu parler des projets alors, notamment, il y a eu l'accord Union européenne et Japon qui a été signé en 2018. En 2019, il est rentré en vigueur. Malheureusement, il y a eu le Covid, ça a ralenti les choses. Mais un tas d'opportunités en matière d'exportation et pour le coup sur des financements européens qui permettraient à des structures de s'adapter, comme la région Sud notamment, pour de l'exportation de produits de type du vin, pour de la charcuterie, pour de la viennoiserie, pour intéresser le marché japonais, qui est un marché important au niveau mondial. Et je dirais, l'Europe a bénéficié quelque part des errances de Donald Trump pour avoir, je dirais, cet accord, et qui permet effectivement, qui est une vraie opportunité et qui doit, je dirais, être exploité quelque part. D'ailleurs, au cours d'une délégation où je m'étais présenté, j'ai suivi cet accord de près, j'étais à Tokyo à plusieurs reprises, et il y avait des porteurs de projets de la région sud, notamment, qui présentaient notamment leurs produits là-bas, notamment surtout du vin, hein, généralement. Et on a effectivement donc des outils pour pouvoir rayonner. Et à côté de ça, d'autres outils, comme, alors je reprends BPI France, mais sur le produit assurance prospection, la possibilité effectivement d'être aidé au niveau de la prospection. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en capacité de faire, si vous voulez, pour effectivement, quelque part, porter cette politique régionale. Et en même temps, on voit que cette politique régionale, quelque part, englobe le quotidien des porteurs de projets et puis des citoyens européens d'une manière générale. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Écoutez, je crois qu'il me reste encore une dizaine de minutes sur le timing, donc s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Alors justement, au sujet des questions, il y en avait une dans le chat Ah oui, d'accord. que je la retrouve, de OG. Hop. Donc pour le nom, on passera.
Donc, elle vous demande si on pourra aborder la question de la capacité de gestion des organisations qui souhaitent porter des projets et accessoirement identifier les pistes pour renforcer ces capacités de gestion pour faciliter la mise en œuvre des politiques européennes dans les territoires. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on entend par capacité de gestion? Parce que je suis un humble juriste et il y a des et je termes. peux, je peux même Oui, donner la parole à oui, la je veux bien. participante si elle le souhaite Il pour un peu éclairer sa question. faut que je puisse Alors, répondre, en tout cas pour essayer de tenter de répondre à la question. hop, Peut-être que c'est par rapport au suivi des fonds? je viens de donner la parole du coup à... Voilà. D'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Olivier Gineste, je travaille pour les maisons familiales rurales. Euh, Oui, et donc, bonsoir monsieur. j'habite à côté de Pertuis. Et du coup, la capacité de gestion, c'est justement la capacité d'organisation à pouvoir accéder à ces fonds et euh, D'accord, à les, à les assumer quelque part. tout à Parce fait. qu'on a quand même des expériences d'organisation qui se sont lancées dans ces fonds européens et pour lesquels ça a été quand même un peu compliqué. Donc, on voit bien qu'il y a un accompagnement nécessaire pour pouvoir gérer ces fonds. Je sais que par exemple, les fonds leaders ou Interreg, maintenant, il y a des personnes qui sont là pour animer, il y a des gestionnaires, enfin, il y a tout un travail qui est fait en amont, mais ce n'est pas le cas pour tous les fonds. Et du coup, c'était un peu cette question-là. Enfin, je ne sais pas si ça clarifie un peu ce que je dis, mais Oui, tout à fait. Alors après, bon, il y a des structures effectivement d'accompagnement qui permettent d'informer. Vous avez les relais Europe Direct qui sont là pour donner déjà pas mal d'informations et pour orienter effectivement sur des structures d'accompagnement. Euh, et après, je dirais, tout dépend de la taille du projet. Si on est sur un projet de 927 000 euros, par exemple, je dis un chiffre au hasard, on aura intérêt, je dirais, alors, soit effectivement, on a quelqu'un en interne qui est formé à ces questions de projet, mais on aura intérêt à avoir, je dirais, un service financier qui est en capacité de suivre, de présenter une comptabilité analytique. D'accord. Alors là, je sors un peu de mon domaine, mais je dirais, à force de manipuler un petit peu ces dossiers, j'ai des choses que j'ai pu voir, mais c'est d'être en capacité, quelque part, d'expliquer, de justifier par la suite. C'est un peu des fois ce qui est un frein, d'ailleurs, dans la demande de financement européen, mais en même temps, ça s'explique, je dirais, par la logique, quelque part, de contrôle de l'argent public. Hein. Donc, c'est de justifier, quelque part, les fonds qui vont être accordés, qui ne sont pas forcément accordés, d'ailleurs, d'un coup, ils peuvent être accordés par tranche, au fur et à mesure de la réalisation du projet. Et là, effectivement, on va avoir peut-être avoir besoin soit d'une équipe, si c'est un montant important, mais si c'est un projet de petite dimension, je dirais, ou de petite et moyenne dimension, on se fera accompagner, on se fera former, on se fera conseiller éventuellement par un conseil si on peut être accompagné là-dessus pour justement intégrer. Mais c'est vrai qu'en termes de temps et de coût, là je comprends mieux votre question par rapport à la capacité de gestion, obtenir un financement européen, ou en tout cas le préparer, ça demande effectivement du travail de préparation. Et une fois qu'on l'a obtenu, ça demande un temps de gestion, notamment à réunir des justificatifs, à présenter effectivement, expliquer comment on a utilisé les fonds, et donc quelque part à avoir des connaissances dans la comptabilité analytique qui permettent effectivement des remontées d'informations pour le justifier. À titre d'exemple, j'avais fait un séminaire il y a quelques années qui était assez intéressant, enfin, en 2008, ça remonte à pas mal de temps maintenant, avec notamment c'était le directeur à l'époque Monsieur Martin-Henri Gauquier, qui était le directeur du bureau de la Banque européenne d'investissement à Paris, qui était l'ancien directeur de la communication à la Banque européenne d'investissement, et qui était intervenu justement à la société du tunnel Prado-Carena. Je les avais invités tous les deux, c'était intéressant de voir finalement la BEI et débattre avec un porteur de projet. L'un expliquait donc les difficultés de la BEI à devoir justement suivre et être très rigoureuse, notamment sur l'attribution d'un prêt. Hein, pourtant, on est là dans le cadre d'un prêt. Et la difficulté, notamment d'un porteur de projet, là, on parle d'une grosse structure, qui effectivement était contraint, des fois, vous percez un tunnel, donc vous avez un problème, notamment à un moment, avec des choses qui ne vont peut-être pas tenir, vous allez trouver de l'eau, enfin, les terrains, c'est particulier, même si vous faites des études, et qui vont retarder le projet. Et ces retards de projet donc, vont engendrer, je dirais, des difficultés dans la relation avec la BEI, quelque part. C'est un peu la même chose qui peut se passer notamment au niveau des fonds quand on a un suivi. Généralement, vous avez donc des personnes qui peuvent assurer ce suivi
Alors, soit il faut les former par rapport à ça. Moi, je pense que quelqu'un qui a un profil financier peut parfaitement le faire, hein, donc là-dessus. Il y a des aspects juridiques à connaître. Ça, malheureusement, je vous parlais des aides d'État, notamment, vous parlez de gestion. Là, il faut être en capacité. Alors, si vous êtes une petite structure, les aides d'État, c'est vite fait. Mais si vous êtes une grosse structure, il faut savoir si les prêts que vous avez obtenus, est-ce qu'ils sont garantis notamment par l'État ou par une collectivité territoriale? Est-ce que vous avez eu des subventions particulières? Est-ce que vous avez des emplois aidés? Donc tous ces éléments-là rentrent dans la matrice quelque part, si vous voulez, de l'évaluation pour savoir si, oui ou non, vous pouvez aussi prétendre à un financement européen. Donc, la capacité de gestion, elle va être variable en fonction de la situation du porteur, en fonction de ses compétences et en fonction, je dirais, donc, des financements qu'il a déjà obtenus également. Donc, effectivement, plus une structure est importante, plus un projet est important, plus ça mobilise, ce qui est mathématique, je dirais, de la connaissance. Sur des projets de plus petite taille, bon, c'est vrai que c'est le dossier en lui-même qui pose problème, et d'avoir les clés de compréhension, des fois, du jargon, quelque part, qui n'est pas forcément juridique, qui est des fois purement administratif aussi. Hein. Donc, et aussi des attentes. Donc là-dessus, je dirais, il faut apprendre à remplir le dossier correctement, mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai indiqué, que la valeur du projet, c'est vous qui l'apportez quelque part, alors par des moyens peut-être détournés, en ajoutant des annexes, ou en complétant par des notes d'informations sur le projet, pour expliquer, ne pas hésiter à rencontrer notamment les personnes qui sont, ou en tout cas les contacter par téléphone, qui sont en charge de l'instruction du dossier, parce qu'elles sont là aussi pour vous aider, et c'est ce que font généralement les autorités de gestion. Hein. Donc le but, c'est que cet argent serve. Hein. Donc le but, c'est pas effectivement qu'il soit dans un coin et qui ne porte pas, qui n'apporte pas d'éléments de plus-value sur un territoire. Au contraire, c'est qu'il serve. Donc c'est d'arriver donc effectivement à jouer le jeu quelque part de cet accompagnement. Mais toutes les demandes de financement sont spécifiques, je dirais, et elles ont toutes leur lot de difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai essayé en tout cas, sur la capacité de gestion, en tout cas, j'ai compris le temps, les moyens en tout cas qu'il faut peut-être mobiliser quand on fait une demande de financement. Enfin, oui, ça répond en partie à la question. Et c'est de la question derrière, moi, c'était ça, c'est que derrière les financements, il y a des politiques européennes qui souvent sont très proches de ce que font les acteurs dans les territoires. Vous avez parlé d'inclusion, vous avez parlé de… Et en fait, c'est souvent au niveau de cette capacité, moi, ce que j'appelle la capacité de gestion, que ça bloque. C'est-à-dire que j'ai accompagné aussi des acteurs dans l'océan Indien sur ces questions-là avec des programmes Interreg. Et on voit bien qu'il y a des fonds qui sont renvoyés à la fin des programmations parce que les acteurs n'ont pas été en mesure d'aller au bout des programmes. Et c'est un problème pour tout le monde, en fait. Donc, c'est pour ça que je posais cette question, et notamment le fait de savoir peut-être par quel programme mettre un pied dans l'Europe pour que petit à petit, au fur et à mesure des années, les porteurs puissent augmenter cette capacité de gestion, parce que selon par quoi on commence, ça peut être plus ou moins difficile. Enfin, avec Claire Fernandez, on s'est déjà rencontrés dans les espaces Erasmus sur des projets qui paraissent au début très compliqués pour les porteurs de projets, puis finalement, une fois qu'ils sont rodés, qu'ils en ont fait 2 ou 3, ils trouvent ça simple, et puis ils acceptent d'aller plus vers du leader, des choses comme ça. Enfin, je pense que sur plusieurs années, il y a une capacité qui se fait naturellement, mais qui est pas assez rapide par rapport au temps de programmation qui dure en général 7 ans. Donc, du coup, voilà, c'était un peu le fond de ma question, c'est comment on optimise justement cette mise en œuvre des politiques européennes en s'assurant que voilà, les équipes sont formées, parce que pour avoir travaillé aussi avec des administratifs et des gestionnaires, c'est vrai qu'ils ont beau avoir déjà fait de la gestion administrative, des fois le programme européen, c'est quand même autre chose, quoi. J'ai un collègue, il a passé toute sa vie dans les programmes européens, il fait ça les doigts dans le nez, mais le collègue d'à côté, il galère vraiment à comprendre la logique du programme européen. Donc, cette notion d'accompagnement et de ce que j'appelais renforcement des capacités de gestion, c'était ça aussi. Oui, là-dessus, vous avez un tas d'acteurs, je dirais, qui font de l'accompagnement ou de la formation. Hein. Moi, j'ai parmi les collègues du Team Europe, notamment, qui interviennent dans leur activité, non pas de conférenciers, là, pour le coup, mais dans l'accompagnement. Mais vous avez des structures, vous avez des programmes de formation, vous avez toutes sortes de structures. Il y en a une dont j'ai perdu le nom, mais qui est une structure, d'ailleurs, qui est importante au niveau national,
qui peut intervenir, ou qui fait que du financement européen. Welcome Europe, voilà. Mais sinon, je veux dire, moi je vous conseille en tout cas, si on est sur des porteurs, sur des projets territoriaux, de vous rapprocher en tout cas des structures déjà d'information, notamment sur l'Europe, qui sont sur les territoires, qui sont, à mon sens, beaucoup plus avisées déjà pour vous donner une information fiable, notamment, et qui connaissent déjà, puisqu'elles ont l'habitude, ces structures réseautent notamment, c'est le cas des relais Europe Direct, hein, qui réseautent notamment avec beaucoup d'acteurs sur le territoire, qui font parfois même de la création d'activités sur un autre domaine de leur structure, et qui peuvent effectivement vous accompagner, ou en tout cas vous donner la possibilité de trouver des solutions, des réponses plutôt à vos questions. Mais c'est vrai qu'après, je ne pense pas que je puisse vous donner une réponse qui soit identique pour tous les financements qui existent, puisque je dirais, le problème, ce n'est pas tant le financement que le projet lui-même dans sa présentation. Et c'est en fonction du projet qu'on va déterminer les financements qu'on va mobiliser, et surtout, et après le montant. On va dire, voilà, je vous ai parlé d'un projet, donc on va demander 1 million d'euros au FEDER. Bon oui, mais 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on fait? C'est une structure, je reprends mon cas d'école, donc de l'ESAT qui fait de l'agriculture, pardon, et en même temps qui veut développer des produits touristiques. Bon, s'il crée un restaurant, qu'il embauche du personnel et qui va développer, il devra effectivement demander du financement là-dessus. Il va justifier par des charges donc, qui correspondent à un budget, et effectivement, sur ce budget, si là-dedans vous ajoutez notamment vous associez des structures dont les emplois sont aidés, il faut vérifier la législation nationale pour le coup, et savoir et vérifier si la combinaison notamment de ces financements ne vous font pas rentrer dans le cadre d'une aide d'État. Donc c'est là, si vous voulez, où c'est compliqué. Et après, dans quelle catégorie vous êtes? Est-ce que vous êtes dans une catégorie où finalement le fait que c'est un projet d'utilité sociale, enfin en tout cas à but non lucratif, vous n'êtes pas complètement en dehors de ces règles-là. Quand je dis en dehors, c'est que vous n'êtes pas concerné, hein, et vous ne pouvez pas ensuite, si vous voulez, être finalement financé à 100% sur votre projet, quoi. Donc, quand je dis à 100%, c'est en tout cas, vous pouvez cumuler les financements. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre question. On va peut-être passer à la présentation de Madame Chauvet sur le projet Gamix, et on reviendra sur les questions, notamment une main levée dans le chat et les questions sur le chat aussi. On reviendra après la présentation de Madame Chauvet du projet Gamix. Hop. Donc, je vous donne la main. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Alors, en espérant que la connexion Internet tienne le coup, je vais essayer de faire un partage d'écran d'une petite présentation du projet, et après je reviendrai plus plus librement sur justement ce que vient de dire le panéliste à l'instant sur les difficultés dans la gestion, dans la mise en œuvre, et des limites aussi des soutiens européens. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se colle à ce job. Donc voilà, on va parler plus concrètement de comment ça s'est passé. En attendant, je vais vous présenter le projet. Si jamais, n'hésitez pas, si jamais ça ne passe pas, j'enlèverai la présentation, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, le partage d'écran est activé. Normalement, ça doit fonctionner. Oui, c'est bon, on voit très bien. Voilà, il faut juste que je puisse accéder au diaporama. Hop. Il ne veut pas me le lancer. Par contre, si je sais qu'il est. Voilà. Et voilà, ça va. Donc, moi, c'est Eva Chauvet, je suis chef de projet à la Fédération régionale des CIDFF de PACA, CIDFF au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc, moi, je travaille pour le réseau régional des CIDFF. Il y en a dans chaque département à peu près de France, voire pour les Bouches-du-Rhône, il y en a 2. Ce sont des associations de 1901 qui mettent en œuvre plus ou moins une politique publique, en tout cas une mission d'intérêt général, concernant l'information juridique des femmes, mais pas que, essentiellement des femmes. Le principe, c'est né dans les années 70, c'était que plus les femmes sont informées sur leurs droits, plus elles pourront s'émanciper.
Donc, essentiellement aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est l'information juridique, l'accompagnement à l'emploi aussi, puisque tout est un peu interconnecté, l'accompagnement social des femmes et la sensibilisation aux questions d'égalité, la déconstruction des stéréotypes, etc. Et la lutte, et bien évidemment, dans tout ça, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les violences faites aux femmes. Le projet qu'on a présenté donc, il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Egamix, que je vais vous présenter aujourd'hui, il portait vraiment sur l'égalité femmes-hommes et la mixité des métiers, donc plutôt l'égalité sous l'angle professionnel. C'est la première fois que les CIDFF de PACA, sous ce format-là, présentaient un projet européen. Historiquement, il n'y a qu'un seul CIDFF, c'est celui du Var, qui était positionné sur un projet FSE avec la directe, avec la région. Donc là, on s'est lancé parce qu'il y a eu l'opportunité de pouvoir présenter un projet multipartenaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des grosses structures. En termes de capacité de gestion, justement, de capacité financière, c'était très compliqué de répondre uniquement pour la fédération régionale. Donc là, on avait l'opportunité de pouvoir le présenter en multipartenarial et de présenter après un seul plan de financement au FSE. On a répondu à un appel à projet donc, du FSE régional sur un appel à projet égalité, en fait, égalité femmes-hommes, mixité des métiers, voilà. Par chance, c'est quelque chose qui correspond aussi à l'agenda d'autres financeurs publics, nous, au niveau régional. Donc, on a pu trouver des cofinancements comme ça, consolider nos cofinancements petit à petit, toujours sous cet angle de l'égalité pro. On a présenté un projet donc, en septembre 2017, qui a été conventionné premier HIC en décembre 2018. Donc, on s'est lancé pendant plus d'1 an sans aucune convention de financement et sans aucune certitude, même si on avait des relations, effectivement, des contacts avec le service FSE de la région. Mais donc, il y a quand même une énorme incertitude qui a fait qu'on a commencé avec un petit peu de retard, on va dire en tâtonnant. L'AFR est porteuse chef de file du projet. Il y a 5 CIDFF, donc comme je vous le disais, puis un qui s'est retiré au bout d'1 an. Donc nous, il y a le Vaucluse, le CIDFF phocéen et celui d'Arles pour les Bouches-du-Rhône, le CIDFF 04 et 05, donc Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes. Le Vaucluse s'est retiré après 1 an parce que justement pour des questions d'organisation interne, c'était trop lourd à porter. Donc il a eu la possibilité de se retirer du consortium en fait. On est effectivement à 50% de cofinancement en dessous du FSE. Et le reste de nos cofinancements régionaux, enfin pas que régionaux d'ailleurs, sont très divers et variés. Parce que sur cette première expérience, on est allé chercher absolument un peu partout, un peu. Ce n'était pas forcément la meilleure des stratégies, mais en fait, c'est ce qui nous est apparu, nous, le plus sécurisant pour démarrer sur un premier projet FSE. Donc, on a eu beaucoup du fléchage, comme on dit, c'est-à-dire que dans certaines subventions qu'on a qui couvrent des activités du CIDFF, eh bien, il pouvait y avoir de l'accompagnement à l'emploi et on a déterminé une petite partie de ces subventions qui allait cofinancer du financement FSE. Le budget total du projet, une fois le Vaucluse retiré, enfin là maintenant, tel qu'il est stabilisé, on est à un peu plus de 500 000 €. Donc voilà, 250 000 €, 230 000 € de FSE et le reste de cofinancement. Les objectifs sont assez simples, donc les représentations, les comportements, donc toujours autour de l'égalité femmes-hommes, notamment dans le monde professionnel, mais pas que. Ça émane d'un besoin de notre réseau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chacun des pratiques en individuel, et finalement, on se rend compte qu'on fait un peu les mêmes choses, qu'il nous manque juste ce qu'il faut pour avoir vraiment une stratégie régionale, et en gros, que d'un CIDFF à l'autre, d'un territoire à l'autre, on puisse impacter les publics de la même façon, avec la même efficacité, et aussi gagner en visibilité, pour évidemment faire avancer la cause de l'égalité. Donc, on s'est engagé sur 3 volets d'action, qui vont être la première sur des interventions et égalité, la deuxième sur de l'accompagnement à l'emploi et la troisième sur des événements plus grand public. Donc, cette première action, elle est assez simple, c'est d'aller faire des sensibilisations, des interventions pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, déconstruire les stéréotypes surtout, parce que c'est là-dessus que ça prend du temps. Et du coup, changer la représentation des métiers, du milieu professionnel, des genres, auprès du public, alors que ce soit chez les tout petits, on a commencé sur du public primaire, jusqu'à du public adulte, professionnel ou non professionnel. Donc les collègues, les chargés d'égalité, très concrètement, vont dans des classes, font des interventions, prennent des rendez-vous, des partenariats. On a beaucoup travaillé avec l'éducation nationale,
avec des MFR, aussi avec des centres sociaux. Et elles vont dérouler des ateliers autour des stéréotypes, de l'égalité filles-garçons, etc., etc. On a plein d'outils, on a créé des outils aussi d'ailleurs communs, dont un jeu qui est enfin, qui est une grande réussite. Je vous enverrai un lien après. Un jeu autour de l'égalité qui est vraiment sur la libération de la parole. Enfin, voilà, on n'est pas du tout justement on n'est pas sur des interventions descendante. On est sur l'idée, c'est de déconstruire, et pour déconstruire, il faut déjà qu'il y ait la possibilité d'exprimer ses propos. Si on arrive en force avec voilà, l'égalité, c'est ci, c'est ça ne passera pas auprès des publics qui vont douter de nos assertions. Et on a eu aussi tout un travail donc, sur la mixité des métiers, alors surtout pour les enfants, des représentations. En collège, on a travaillé auprès des forums emploi, auprès des publics jeunes professionnels, jeunes adultes pro, et sur la représentation voilà, qu'ils avaient, sur le choix de leur métier, sur la formation, la mixité des équipes aussi. Voilà, donc en gros, le projet, ça a été de développer tout ça à partir d'une stratégie régionale. On s'est réunis régionalement pour une fois qu'on a un projet qui nous permet de le faire aussi. On s'est réunis, on a travaillé les outils, on a travaillé un livret pédagogique, on a travaillé des trames d'intervention, on a échangé tous les outils, en fait, on en avait énormément. On en a créé des nouveaux, des brochures ludo-éducatives, on a créé donc ce jeu dont je parlais, une frise aussi droit des femmes, qui marche extrêmement bien, avec des femmes célèbres aussi, et on s'est attaqué à tous les publics cibles là que j'ai listés. Pour la partie FSE, en gros, on n'avait pas beaucoup d'engagement contraignant là-dessus, il fallait qu'on sensibilise environ 8000 personnes au total et qu'on ait un pourcentage de satisfaction supérieur à 85% là-dessus, donc un questionnaire à chaque intervention. Et c'est quelque chose qu'on a largement dépassé, puisqu'à la fin du projet, avec une épidémie de Covid et des confinements, on est arrivé à plus de 15 000 personnes sensibilisées. Parce qu'évidemment, on a eu un ralentissement monumental de nos activités en 2020, puisque toute une partie des interventions scolaires ont littéralement été annulées. Et malgré tout, et malgré un ralentissement, et moi je l'ai vu dans le bilan, donc, voilà, en 2020, on est largement au-delà. Donc c'est à peu près 640 interventions hein, sur les territoires concernés. 15 000 personnes sensibilisées, donc légèrement un peu plus de femmes, mais globalement, on est quand même sur à peu près 50% hommes, 50% femmes, enfin filles, garçons, et un pourcentage de satisfaction supérieur à 88%. Bon, je ne m'arrête pas trop sur le pourcentage de satisfaction, je trouve que ce n'est pas l'indicateur le plus pertinent. En revanche, on voit qu'il y a de la demande. On a eu une énorme demande de nos partenaires et des bénéficiaires de venir intervenir, que ce soit en classe, que ce soit lors de forums. Là, le jeu qu'on a créé a été mis en avant dans le Arlinfo. Il est à la une du Arlinfo de ce mois-ci. On nous a déjà demandé, on a 15 structures qui sont prêtes à l'acquérir. Donc, il y a vraiment la thématique de l'égalité et justement ce travail au changement de mentalité qui ne va pas se faire en une génération, hein, qui va prendre du temps. Il y a de la demande en ce moment et ça nous fait plaisir. Maintenant, la question des financements, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a une volonté qu'on a vraiment sentie à plein de niveaux de s'attaquer à ce problème, en tout cas de toucher les publics et d'essayer de sensibiliser, comme on le dit, nous, dès le plus jeune âge. Pour l'action 2, c'est le positionnement des femmes. Donc, c'est un peu notre action phare, vraiment qui est novatrice parce que les interventions, certains CIDFF en faisaient déjà, alors que ce dispositif, il est vraiment né du projet. L'idée, c'est d'accompagner, alors sensibiliser les femmes sur des métiers dits masculins et les accompagner vers la formation et l'emploi. Cette formule, je l'ai laissée volontairement, mais au fur et à mesure du projet, on n'a plus parlé du tout comme ça parce que c'était écrit tel quel quand je suis arrivée en poste. Mais rien que le fait de parler de métiers dits masculins, ça pose un problème sur la dénomination genrée de ces métiers. Donc, nous, on parle d'élargissement des choix professionnels. L'idée, c'est qu'une femme va rencontrer des freins spécifiques dans sa démarche d'insertion sur le marché de l'emploi, des freins spécifiques du fait qu'elle est une femme. Donc, vous disiez le FSE qui est né avec un de nos tout premiers traités européens et qui est en œuvre depuis, eh bien, en 2020, fait encore de la politique spécifique pour des publics féminins et nous l'autorise parce qu'en fait, l'égalité professionnelle n'est pas du tout acquise dans les faits, bien que les premières lois datent des années 70 là-dessus en France. Donc, pour que des femmes s'insèrent durablement et une égalité des chances aussi et de traitement à
améliorer face à la situation actuelle. L'idée, c'est de travailler aussi leur choix de métier, en gros, et d'orientation. Notre public, finalement, est très variant. On a 25 à peu près, 20-25 de femmes qui sont en emploi. Donc, on touche aussi beaucoup de femmes qui sont en réflexion professionnelle. On touche aussi malheureusement, et là c'est pareil, moi pour commencer à beaucoup travailler dessus, un public de femmes en épuisement. Je ne veux pas dire que burn-out, parce que c'est considéré comme, enfin le burn-out souvent est rattaché à maladie professionnelle, mais on parle d'épuisement aussi personnel et professionnel, puisque les femmes continuent à gérer 50% de charges domestiques de plus que les hommes. Et la période de Covid a complètement aggravé ces situations. Donc, on se retrouve avec 2 fois plus de demandes de départ volontaire ou de démission poussée chez le public féminin que chez le public masculin. Donc, tous ces freins-là, toutes ces spécificités-là font qu'avoir un dispositif qui est spécifique pour des femmes se justifie et que surtout, les CIDFF, on va intervenir sur ces questions-là parce qu'on connaît ce public et qu'on connaît les freins. Très concrètement, dans les ateliers qu'on mène, l'accompagnement à l'emploi, on parle des modes de garde d'enfants. On parle de l'élargissement des choix pro, on parle de la confiance en soi. C'est le premier atelier qu'on met, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'en fait, on a des publics qui arrivent avec des estimes d'elles-mêmes qui sont plus basses que terre. Et donc, on travaille aussi à les coacher quelque part et à leur faire comprendre que, à ouvrir le champ des possibles. On n'a pas 100% de réussite sur tout ce qu'on fait, bien sûr, mais on a quand même beaucoup de sorties positives, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des femmes qui reprennent une formation, un autre emploi, qui changent complètement de voie de carrière, ou alors qui retournent à l'emploi, pour certaines qui en étaient très éloignées. L'objectif, c'était 130 femmes participantes, donc vraiment sur le dispositif, je ne rentre pas, bon là j'avais mis le détail, phase 1, phase 2 pour une autre présentation, je ne l'ai pas enlevé, mais bon, en gros, on était autour de 130 femmes accompagnées, et donc pour le FSE, des femmes inactives, donc c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont inscrites dans aucune structure d'accompagnement à l'emploi du moment où on les récupère, donc vraiment voilà, des publics un peu marginalisés par rapport au marché de l'emploi. Ça a été une grande réussite. On a 144 femmes qui ont été accompagnées, donc une fois de plus, malgré le ralentissement des activités et en plus le démarrage un peu tardif sur cette activité, puisqu'on ne s'est lancé que début 2019, du fait du conventionnement tardif, de l'instruction tardive du FSE. Et 42 inactives, ce qui n'était pas forcément le plus facile à atteindre, mais finalement, on a réussi. Plus de 100 ateliers réalisés par mes collègues de l'accompagnement à l'emploi. Ça a été une vraie réussite, tout simplement parce qu'aujourd'hui, au début, on a dû faire un gros travail de démarchage des partenaires pour leur faire comprendre notre dispositif et qu'ils nous réorientent concrètement, aller voir Pôle emploi ou des centres sociaux ou plein de structures ou la PEC et essayer de leur expliquer qui on est et ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a des inscriptions sans plus même faire de prospection. Donc, en fait, on se rend compte que la demande, elle est toujours existante et elle est croissante. Et évidemment, on veut faire perdurer ça, donc j'y reviendrai juste après. Et le dernier, donc ça sera plus rapide, ce sont des actions grand public. La dernière action, ce sont des événements, en fait, une partie événementielle pour toucher du grand public large. C'était autour de à peu près 400 personnes. Une grande liberté dans le format, on ne s'est pas engagé sur des choses trop contraignantes pour se laisser la liberté de traiter des sujets qui nous paraissaient soit intéressants, soit actuels. Donc, par exemple, donc en 2019, Arles a fait une intervention qui était très intéressante, une conférence déambulée avec une cartographie en fait des lieux potentiellement sexistes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier la question du genre dans la ville. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans des travaux de sociologie des dernières années. Les femmes, le groupe se déplaçait en fonction de femmes ou hommes, disait les endroits où ils se sentaient en insécurité, les endroits où ils se sentaient observés, les endroits qui leur paraissaient, accessibles ou non. Et à la fin, c'était une chercheuse justement en géographie sociale qui a dressé une grande carte de la ville et du centre-ville de Arles au regard du public féminin. C'était extrêmement intéressant, il y a eu plus de 150 personnes, ça a été une grande réussite. Après, c'est donné à titre d'exemple, mais il y a eu 2 événements par CIDFF sur le projet. Le CIDFF de Marseille a fait en 2019 un grand colloque pour les professionnels de la petite enfance avec le conseil départemental. Le CIDFF de Digne a fait une campagne de lutte contre les stéréotypes liés aux achats de Noël. Et une sociologue, une socio-historienne, un philosophe des droits des femmes,
Et c'est extrêmement intéressant aussi, juste avant le confinement, heureusement, début mars, puisque, comme vous le savez, le 8 mars prochain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Donc, on fait toujours des événements en marge de cette journée. Le projet a été une grande réussite et on ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, maintenant, on lance un nouveau projet depuis le 1er mars qui s'appelle EgaliPro, donc toujours avec le soutien du FSE. L'idée, c'est de continuer. En fait, on écarte la partie sensibilisation-intervention que les CIDFF poursuivront, mais on la retire en gros du FSE, ce qui est un peu moins son cœur de métier et son objectif à la base. Et on s'est focalisé sur l'accompagnement des femmes, mais en voulant travailler vraiment le lien avec l'entreprise, c'est-à-dire vraiment davantage impliquer les entreprises et les entreprises, mais pas que. Hein, ça peut être les centres de formation, les collectivités territoriales, les communes, enfin, peu importe le public. La FR-CIDFF sera toujours porteuse du projet, mais porteuse unique, puisqu'on ne peut plus répondre en multipartenaire. Donc, la preuve qu'on s'est renforcé avec le temps, c'est que maintenant, c'est la FR qui sera le porteur principal. Ça nous a demandé des garanties financières et un montage sérieux avec des contrats de mise à disposition, mais c'est le format qui nous permet finalement maintenant le plus de fluidité dans la gestion du projet. Et on est toujours avec le CIDFF phocéen et celui de Digne, et le 05 s'est retiré, mais réintégrera sans doute le projet par la suite, et c'est les Alpes-Maritimes qui nous ont rejoints pour ce nouveau EgaliPro. Donc, en gros, trois volets, donc toujours l'insertion des femmes, là, ça ne change pas, le dispositif. La deuxième chose, c'est de sensibiliser des entreprises partenaires, en fait, pour qu'elles viennent intervenir dans le dispositif, c'est-à-dire très concrètement des professionnels qui viennent présenter leur métier, du marrainage, des séances de coaching, du job dating, enfin des choses qu'on a déjà mises en place, mais qu'on veut vraiment renforcer. Et pour certaines entreprises, aller jusqu'à leur proposer un diagnostic de leur pratique managériale pour que vraiment elles s'impliquent davantage. Et l'idée à terme, c'est vraiment d'aller à de l'accompagnement en fait, pour le changement de pratique en entreprise. Et enfin, un volet de renforcement de capacité justement des acteurs au niveau régional. Donc, pour nous, c'est vraiment de l'ingénierie régionale, faire de la formation, se renforcer sur ces questions, renforcer notre légitimité, enfin, qui est déjà présente, et vraiment asseoir nos compétences et notre expertise dans le milieu justement de l'accompagnement à l'emploi et via nos expertises sur le public féminin. Donc, voilà en clair pour ma présentation. Maintenant, juste en quelques mots sur un... voilà, je vais revenir maintenant à l'écran. Ça, c'était Gamix et EgaliPro la suite. Plus en off, ça a été un projet, ça a été une grande réussite, mais ça s'est fait de manière quand même assez, par moments, laborieuse ou stressante. Le FSE, je trouve que c'est un excellent levier, effectivement, de démarrage, pas de démarrage, non, justement. Pour financer les projets, effectivement, la capacité financière de 50% de cofinancement pour des porteurs comme nous, associatifs, enfin, voilà, c'est une opportunité, il ne faut pas se le cacher. En revanche, nous, on a quand même des paiements qui sont à 2 ans et demi de retard. Donc, pour une association, une petite association, avoir une capacité de trésorerie de 2 ans et demi d'avance, parce que là, en gros, moi, je porte le projet en tant que chef de projet, mais on a engagé des fonds qui ne sont pas remboursés par tranche. On devrait y être éligible, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, pour des questions de technique et d'organisation du côté de la région. Et finalement, face à ça, on est dans une relation très ascendante, même si je m'entends très bien avec eux. On est tributaire de ça et on n'a aucune marge de manœuvre. Donc ça, c'est la réalité de terrain, c'est qu'il faut quand même un certain fonds de démarrage, une certaine assurance financière, effectivement, pour y aller. Sauf que le paysage associatif français, ce ne sont pas que des grosses associations. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas que des grosses associations qui ont 1 million de trésorerie dans leur compte en banque. Alors là, je pense que c'est une méconnaissance, sinon totale, du secteur. Donc, je m'interroge quand même sur la volonté, sur l'appui, voilà, de même que je m'interroge sur d'autres réformes en cours qui, pour moi, vont de pair avec cette réflexion. Et la deuxième chose, c'est que j'entends et je connais quand même suffisamment, moi, effectivement, j'ai ce poste de chef de projet, de gestionnaire. Ma formation, elle est généraliste en sciences politiques. Donc voilà, je suis le profil typique de la gestionnaire d'un projet européen. Qui, exactement comme le disait l'autre intervenant tout à l'heure, ne fait que ça, essaye de transcrire le jargon en permanence aux collègues pour que la mise en œuvre se passe du mieux possible et selon les règles du FSE, mais il faut dire que c'est quand même un travail extrêmement lourd au quotidien. Et ce que j'ai constaté en face, c'est qu'avant, il existait des postes d'accompagnement au niveau du FSE, que ce soit direct ou région, d'accompagnement de projet, qui ont plutôt tendance à disparaître. Et ça, je trouve que ce n'est pas rassurant du tout non plus, puisque en fait, le nombre, pour avoir déjà travaillé sur d'autres projets européens, mais à l'étranger,
cette notion d'assistanat technique, elle est extrêmement importante, justement pour se lancer, pour ne pas faire d'erreur et pour ne pas perdre d'argent à la suite. On n'est pas de mauvaise foi, on n'est pas des… quand on fait une erreur dans la gestion, c'est pas volontaire, mais c'est parce que souvent on manque d'informations qui sont cruciales ou primordiales, où on reçoit des documents a posteriori, et j'ai été très étonnée de la différence de gestion là-dessus. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de votre témoignage, je pense qu'on a une question dessus de Laurence. Je vais lui donner la parole si elle le souhaite. Je vais lui permettre de parler directement. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Merci pour vos exposés. Je vais travailler au sein d'une plateforme. J'arrive, comme Monsieur Arnaud aussi, de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, moi, je fais de l'accompagnement sur de la TPE en micro-local. Et là, je vais prendre en charge plutôt la partie, je vais aller chercher des fonds en fait, comme vous l'avez fait. Ma question, c'était, donc j'ai bien retenu qu'il fallait être accompagné, j'ai moins retenu par qui. C'est un petit peu flou. Et puis ma question, c'était le timing en fait pour faire une sorte de rétro-planning, à la fois en termes de ressources mobilisables en équivalent de TP et financiers, etc. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ma question. Alors, peut-être que je peux répondre à une partie de la question. Oui. Pour identifier les fonds européens mobilisables, vous avez des acteurs disséminés sur tout le territoire français et européen qui sont des Europes directes. Donc, nous, on n'est pas là pour monter le dossier à votre place, mais on peut vous aider à identifier le programme européen qui correspondra le mieux à votre projet. On peut vous fournir une information de premier niveau pour vous aiguiller sur le fonds européen le plus adéquat par rapport à votre projet. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut faire. Ok, sachant que mon projet, ce n'est pas le mien, mais c'est celui de mes porteurs de projets. Vous avez bien compris, en fait. C'est d'arriver à orienter mes porteurs de projets. Alors, c'est aussi le mien, parce que comme Eva, nous sommes une association, on est une petite structure et on a aussi d'ailleurs des thématiques qui sont proches des thématiques égalité homme-femme sur les territoires. C'est toujours, je me pose la question, pourquoi c'est toujours, chaque fois que je parle du FSE à mes collègues, ils me disent « Oh là là, tu vas t'amuser, c'est une horreur, bon courage ». Pourquoi est-ce que c'est toujours ça? Là aussi, j'ai une partie de la réponse. En France, c'est très compliqué. Parce que je vais me mettre à dos un peu toute l'administration, mais on aime bien compliquer les choses en France. Alors qu'un dossier FSE en Allemagne ou en Italie, c'est une copie double. Ah bon? C'est tout. Okay. C'est pas compliqué. Alors que en France, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a des velléités de simplifier les choses. L'ancienne ministre des Affaires européennes avait émis le souhait de simplifier l'accès aux fonds européens pour permettre au plus grand nombre d'y prétendre. Donc, on espère que ça va s'arranger, que ça va se simplifier. Mais souvent, on dit oui, c'est l'Europe, c'est compliqué. Mais non, ce n'est pas l'Europe qui est compliquée. Ce n'est pas l'Europe qui complique. C'est les organismes gestionnaires de ces fonds qui compliquent. Et en l'occurrence, c'est les organismes qui gèrent le Fonds social européen qui compliquent le tout. D'accord. Après, je suis sensible à ce qu'a dit Eva concernant c'est quelque chose que j'avais déjà entendu et que j'ai déjà vécu dans des structures précédentes. Le timing entre le moment où on vous dit sur un papier, vous avez les fonds,
et le moment où vous l'avez, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher quasiment, aller s'endetter pour pouvoir lancer des projets, comme vous l'avez dit, alors même que les fonds ne sont pas encore arrivés. C'est ça ma question aussi, c'était ça ma question aussi. Oui. Je veux bien donner un petit élément de réponse par rapport à ça. Sur notre ancien projet, on y est allé avec des tout petits montants. Enfin, ça peut être le cash chez certains importeurs. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment un agrégat de petits montants et puis le FSE qui cofinançait. Sauf qu'en fait, ce n'est pas rentable. C'est exactement ce qu'on disait par rapport à toute la démarche et tout le temps que vous allez y passer de temps de travail à gérer, à vérifier, à contrôler. Moi, sur l'ancien projet, un tiers de mon temps de travail annuel, je ne sais pas si vous imaginez, mais voire un tiers, voire la moitié, c'est du bilan financier. D'accord. Alors, du fait aussi qu'on était dans un portage multipartenaire, qui fait que du coup, en fait, j'ai 5 dossiers à contrôler, donc c'est un cauchemar. Mais dans les faits, c'est ce que ça représente de mon temps de travail. Mais moi, à la limite, je suis sur un temps plein. Il y a des collègues qui s'étaient mis sur un petit pourcentage de leur temps de travail sur le projet. En fait, elles passent autant de temps à justifier leurs actions qu'à réaliser les actions elles-mêmes. Ce qui, là, pour moi, devient un non-sens absolu. Et donc, on a tout simplifié sur le nouveau projet, c'est-à-dire que c'est des salariés déjà affectés à 100% sur le projet. Il n'y a plus de 0,20 ETP ou ce genre de choses. Quelque chose de très simple à la base. Ou alors, la possibilité que vous avez, c'est de fixer un montant, un pourcentage de temps de travail fixe sur l'action. 50% de votre temps de travail, c'est du FSE. Dans ce cas, vous n'avez plus de fiche-temps et de justificatif à fournir, mais c'est fixe. Mais déjà, première erreur sur laquelle on a appris. Et la deuxième, c'est donc du coup d'augmenter en fait la part. En fait, il y a un risque à prendre qui, je pense, est inévitable quand on s'engage sur ce genre de fonds, notamment sur la partie. En fait, le FSE vous rembourse sur la base de leur éligibilité financière. Et c'est là que je leur reproche, moi, et je reproche à mon autorité de gestion de ne pas m'avoir donné toutes les clés de compréhension de ce qu'était. Voilà. Il y a des éléments que j'aurais aimé avoir avant de commettre certaines erreurs ou pouvoir encadrer les équipes. Ceci étant fait, on s'en est pas trop mal sorti très franchement jusque-là. Mais du coup, il faut se dire que c'est sur un processus de remboursement. Donc, rien n'est acquis. Donc, en plus, vous avez forcément une marge d'erreur, un capital de risque auquel vous ne pouvez pas échapper. Et là, si on parle un peu en comptabilité, en gros, c'est d'essayer de voir comment le provisionner. Vous n'aurez pas 100% de ce que vous allez demander au FSE. La dernière chose, c'est de voir du coup les mécanismes financiers. Nous, sur le nouveau projet, concrètement, on a appelé la banque est active pour avoir une avance de trésorerie. Un fonds garanti par nos conventionnements et nos taux de choses, parce qu'en fait, même si ça peut bien vous payer, moi, je préfère avoir de l'avance. On est sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Là, pour certaines associations cette année, alors ça rejoint ce que me disait M. Arnaud tout à l'heure, il y a des prêts garantis par l'État qui peuvent fonctionner, donc il faut faire attention, mais en attendant, il y a une éligibilité des fois pour certaines associations qui sont prestataires, par exemple, qui font beaucoup de prestations, de disposer de prêts garantis par l'État et qui sont quand même très intéressants en termes de... Et même nous, on était à moins de 1% de taux d'intérêt, autour de 1%. Donc, finalement, voilà, vraiment des mécanismes financiers, en fait, plus classiques, je ne pensais pas. Mais finalement, c'est ce qui nous sécurise le plus pour la suite. Donc, peut-être pour vous aussi. Ok, merci. Merci pour le retour d'expérience. Et de créer des bons contacts avec son autorité de gestion. Si ça, c'est la deuxième chose que j'ai tendance à dire, d'avoir un bon rapport. Ça met du temps, mais après, c'est quand même sacrément plus fluide quand on s'entend bien et quand on sait qui contacter aussi. C'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois que j'avais Claire Sarda-Vergès, qui souhaitait s'exprimer. Je lui donne la parole. Oui, non, c'est comme Claire Sarda-Vergès, Europe Direct, mais Pyrénées. Donc, une autre Claire du réseau Europe Direct. Non, alors, entre-temps, ma collègue Claire a dit un mot sur le réseau Europe Direct, et en effet, il y a un groupe, notamment de centres Europe Direct un peu plus impliqués sur les questions Europe et territoire. Donc, il y a au moins un référent par région sur chaque site. La Commission européenne en France, avec la représentation à Marseille, se donne les moyens de mettre en place un pôle territorial pour mieux accompagner aussi
les communes et les territoires dans les financements européens. Donc, on va préparer des kits d'informations sur la nouvelle génération de programmes 2021-2027. Et en effet, il faut au moins en première porte d'entrée ne pas hésiter à nous solliciter pour, en effet, dans toute la boîte à outils, identifier l'outil le plus pertinent, adapté au projet, aux moyens financiers et humains de chaque porteur de projet, et identifier aussi là où il y a des possibilités d'accompagnement. C'est vrai que je pense qu'il est encore temps, au niveau de chaque région, là, sont en train de s'écrire les programmes opérationnels, notamment de la politique régionale pour le FEDER, le FSE, et dans un deuxième temps, il y aura le programme pour le FEADER, parce qu'il y a 2 années de transition, ça sera un peu décalé. Mais justement, certaines régions commencent à prévoir des lignes pour tout ce qui est de l'ingénierie de projet. Aujourd'hui, l'ingénierie de projet, on la retrouve dans les projets recherche-développement, mais peu dans les projets plus classiques, des projets de territoire, etc. Et donc, en tant qu'acteur région Sud, tant que le projet de programme opérationnel n'est pas écrit, je vous invite à vous battre dans les cercles de concertation pour l'élaboration de ces programmes opérationnels pour qu'il y ait justement des possibilités qui sont finançables justement par les fonds structurels notamment, d'accompagnement, d'ingénierie pour les porteurs de projets. Je crois que c'est très important. Et après, comme le disait la dernière intervenante, en effet, aujourd'hui, les délais, même si ça s'améliore, même si on nous promet une nouvelle génération de simplification, mais bon, moi qui ai vécu toutes les réformes des fonds structurels depuis la première réforme du paquet de l'or en 89, je vais de complexification en complexification plutôt que d'aller vers la simplification, quoi. Donc, je crois qu'en effet, aujourd'hui, il y a une opportunité, c'est en effet des taux faibles pour des pré-relais. Ne nous en passons pas, parce que ça donne une tranquillité pour mettre en œuvre le projet, finalement, de rapidité au lieu de raisonner par petites tranches de projet pour pouvoir demander un premier acompte, etc., enclencher notre dépense. Il vaut mieux mobiliser un pré-relais sur 1 an, voire 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un pré-relais pour... j'ai aidé une ASAP agricole pour faire des pré-relais pour des travaux suite à la tempête Gloria. C'est pour 100 000 euros, ça va être 240 euros de frais financiers. Et c'est une tranquillité d'esprit, etc., qui permet de pouvoir engager rapidement tous les travaux, derrière de récupérer du coup plus facilement la totalité des subventions. Donc, voilà, il y a des petits conseils pratiques aussi qu'on peut donner aux porteurs de projets. Merci Claire pour ces Merci conseils. beaucoup. Je vais juste introduire Je sais que Madame Chauvet a d'autres obligations par la suite, donc Oui, je vous remercie beaucoup. Désolée. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et votre très haut projet. Merci, Et voilà, merci à vous bonne tous. chance pour la poursuite. Merci et un encore. prochain événement, s'il peut y avoir des gens du FSE de Bruxelles, moi, c'est des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour dans la mise en œuvre. Je leur cours après. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette organisation. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Et je vais poursuivre avec une question qui s'adressait de toute façon plus à vous, monsieur Arnaud, de Madame Autran, qui vous demandait si vous aviez des précisions quant au calendrier de sortie des programmes opérationnels. Je ne sais pas s'il y a eu des informations à ce sujet. Alors, vous avez le micro coupé.
J'arrive pas. Ça y est, voilà. Oui. Ouais. Je vous les communiquerai. Je ne les ai pas là, mais je communiquerai. Je passerai par Claire ou par vous, hein, Gauthier. Donc, je vous les transmettrai pour la personne qui a posé la question. Très bien. Ben, je lui passerai. J'ai récupéré son mail, je lui transférerai. Si vous avez des éclaircissements, oui. Si je peux me permettre, Claire Sarda, pour refaire partie de l'INCOPAP, etc., il y a eu un décalage dans le temps. Aujourd'hui, on nous annonce seulement le paquet législatif pour la politique structurelle qu'en mai-juin, en publication au journal officiel. Les premières programmations 21-27 ne pourront se faire qu'à la fin de l'été 2021 dans les meilleurs des cas. Voilà. Okay. Quelles que soient les régions, entre la validation de l'accord de partenariat en France, la validation des programmes opérationnels par la commission qui va se faire au cours de l'été. Donc, la mise en œuvre opérationnelle sur nos territoires, ça sera, faut compter au septembre-octobre. Bon, mais très bien. Je vous remercie pour l'information. Merci beaucoup. Quant aux questions, je vous invite si vous avez des questions à poser, que ce soit pour le réseau Europe Direct ou pour M. Arnaud, à lever la main. On va peut-être patienter 1 ou 2 minutes, le temps c'est de vous laisser la réflexion et on va clôturer. Hop, je vois une... Hop, non, excusez-moi. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps si vous avez un commentaire, une réflexion, à lever la main en bas de votre écran avec l'option et... Sinon, on va passer à la fin et à la conclusion de ce webinaire. Je vois qu'il y a des participants qui se déconnectent au fur et à mesure. Donc, on va peut-être passer à la conclusion directement. Donc, je tenais à vous remercier tous, les participants qui sont restés, qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin du webinaire. À remercier aussi nos intervenants, que ce soit Madame Chauvet et Monsieur Arnaud, sur leurs interventions et le projet de Madame Chauvet qui était très, très intéressant et sa poursuite. Remercier Claire aussi pour ses éclaircissements qu'elle a pu nous donner aussi au fur et à mesure. Madame Claire Sarder-Vergès de l'Europe Direct Occitanie, il me semble, si je ne me trompe pas. Pyrénées, pardon, autant pour moi. Et voilà, je vous remercie tous encore une fois et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot à dire, Claire ou Franck. Merci à tous. Rendez-vous le 24 mars pour une conférence sur la politique régionale aussi, mais avec un focus particulier sur le département du Vaucluse. C'est une conférence qu'on va organiser en partenariat avec le Conseil départemental du Vaucluse et on invitera des porteurs de projets emblématiques du département à témoigner. Voilà. Oui, voilà, je partage l'affiche, j'en profite. Voilà, et le lien sera sur notre page Facebook si vous souhaitez vous inscrire directement. Voilà. Je laisse la main à Franck, Monsieur Arnaud, pour un dernier mot. Merci déjà pour avoir organisé cet événement. Ça permet effectivement de diffuser des informations, de créer des échanges et de présenter notamment des concrétisations par des projets quelque part des projets qui sont financés par l'Union européenne. Donc, donc c'est très, très intéressant effectivement de faire diffuser ces informations. Ça rentre dans le rôle, je dirais, des relais Europe Direct, bien évidemment, et des Team Europe qui sont rattachés pour continuer à informer le plus de personnes possible là-dessus. Je tenais à vous remercier en tout cas de cette invitation et remercier en tout cas de l'attention à tous les participants. Merci. Ouais, merci. On se dit à bientôt. Oui, juste un dernier mot, excusez-moi, de Monsieur et Madame Massé.
qui demande pour le projet du cloître. J'ai totalement, je m'excuse, totalement oublié de préciser que le porteur du projet, M. Castagnède, a été diagnostiqué positif au Covid, donc en ces temps particuliers, en début de semaine, et il avait maintenu l'intervention en pensant que son état allait s'améliorer, qu'il allait pouvoir participer. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu se rétablir totalement. Donc, je m'en excuse. Voilà, pour le projet du cloître. Et par la suite, je vous souhaite du coup une bonne soirée à tous les participants. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.